On y va? Janine Desplat, tu es prête? Voilà, déjà une élue. Donc Janine Desplat, elle est élue à la mairie de Lavernoz-Lacasse. Et tu as vécu, parce qu'à Lavernoz-Lacasse, il y a un espace de vie sociale aujourd'hui, mais il y a très longtemps, il n'y avait pas d'espace de vie sociale. Donc est-ce que tu peux nous raconter, mais je vais te couper, voilà, nous raconter ta vision, toi en tant qu'élu, du diagnostic, nous raconter le diagnostic. Alors, je crois que ce que je vais vous dire, ça va rebrancher tout ce qu'on a dit ce matin sur les jugements de valeur avec la réalité du terrain. Donc l'idée est venue de réflexion qu'on avait avec la présidente du foyer rural local sur le jugement de valeur qu'on portait sur la commune et sur ce qu'on vivait sur la commune. C'est une commune où il y a beaucoup d'associations, mais on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait entre les associations. Alors on s'est dit, peut-être il y a quelque chose à faire là. Alors on s'est dit, il y a peut-être du lien qu'il faut créer. On ne savait pas comment faire. Alors on a fait appel à des étudiants de l'université du Rail qui sont venus sur la commune, donc faire un petit diagnostic sous forme d'interview auprès de personnes ressources du territoire. Ils ont interviewé des présidents d'associations, peut-être un enseignant, des élus, plusieurs personnes sur la commune, pour voir comment se jouait le lien sur le territoire. Et là, donc, ce qu'ils nous ont rapporté, c'est qu'effectivement, il n'y avait aucun lien entre les différentes associations. Et donc, on s'est dit, voilà, on a fait émerger quelque chose qu'on prévoyait déjà. Bon, c'était un jugement de valeur, mais eux qui avaient un regard extérieur, ils nous ont dit la même chose. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Et donc, comme on savait que la CAF proposait donc, des structures où on pouvait animer la vie sociale, on s'est dit c'est peut-être l'occasion de créer une structure pour que les gens se rencontrent et recréer du lien social. Et donc, voilà, la CAF nous a permis de créer cette structure, mais on a approfondi quand même le diagnostic. On ne s'est pas contenté de ce départ, hein, parce qu'après le diagnostic s'est approfondi dans un cheminement particulier. Comme élu, ce n'était pas forcément une commande de la commune? Non. Ce n'était pas une commande de la commune, d'autant plus qu'on est 23 élus sur ma commune. Et beaucoup d'élus étaient opposés à ce qu'on fasse du social, parce que pour eux, pour un élu, le social, ça ne se voit pas. Et ce qui compte, c'est le quantitatif, c'est ce qu'on peut mettre devant les habitants. Bon, il y a un bâtiment, il se voit, il y a plein de choses qui peuvent se quantifier, et ça, pour l'élu, c'est important. Et donc, il fallait se battre contre cette idée que ce qui était important sur une commune, c'était aussi ce qui ne se voyait pas, c'était tous ces liens qu'on pouvait forger entre les personnes et qui créaient un dynamisme sur un territoire. Alors, ça n'a pas été facile, il a fallu se battre, et j'ai la chance d'avoir un maire qui, à un moment donné, a tapé du poing sur la table et qui a dit maintenant c'est fini, les discussions oiseuses. Moi je fais le pari que ce petit centre d'animation de la vie locale peut marcher. Et donc c'est grâce à lui qu'on est parti. On est quand même dans un fonctionnement encore où le patron reste le patron. Oui, on est encore dans un fonctionnement où dans ce conseil municipal il y a beaucoup de gens d'un certain âge comme moi. Et donc, il est difficile de casser certaines représentations et de les faire avancer. Mais la vie de l'espace de vie sociale a montré qu'on arrivait à créer du lien entre les familles, qu'on arrivait à créer du lien entre les habitants, qu'il y avait des choses qui se passaient sur la commune. Et du coup, ça a adouci le regard de ces élus qui, au départ, étaient très réticents. Ils n'ont pas, peut-être dans le fond, changé d'avis, j'en doute. Mais ça a adouci leur regard. Et donc, ça permet donc à cet espace de vie sociale de fonctionner plus sereinement qu'au départ. Alors, parce qu'on ne va pas prendre à chaque fois 5 minutes pour chacun, qu'est-ce que ça a, en tant qu'élu, en tant que personne, qu'est-ce que ça a transformé? Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça a transformé? Cette partie de diagnostic et ce chemin. Alors, ce chemin, d'abord, c'est le partage avec d'autres personnes, parce que, bon, on a croisé nos regards, et on a adopté donc une démarche commune pour aller dans la même direction. Et ça, c'est hyper important.
d'aller ensemble dans une direction. Et bon, ce partage, voilà, moi c'est ce partage avec plein de personnes qui a été extrêmement riche. Et ce partage continue encore aujourd'hui. Et c'est grâce à lui qu'on a toujours ce dynamisme, grâce à ce partage. Alors, je sais que vous avez aussi toute une démarche autour du projet éducatif de territoire. Oui. Parce que pour moi, c'est aussi, on se connaît depuis longtemps, je sais le parcours, je connais un peu l'histoire. Je pense que si aujourd'hui le PEDT fonctionne tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est aussi parce qu'à la base, il y a eu ce diagnostic et ce parcours. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu as raison, c'est sûr. C'est parce que dans le PEDT, l'EVS a été partie prenante, c'est sûr. Et grâce à lui, on a pu instaurer des passerelles entre, par exemple, la LSH, le centre de loisirs et les associations. Il y a des choses qui se sont créées grâce donc à tout ce parcours. Donc, je sais pas ce que tu veux dire. Non, c'était de dire qu'à un moment donné, ça peut enclencher une démarche de diagnostic, telle que vous l'avez faite, oui. Même si, voilà, je rappelle quand même qu'il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas de commande. C'est une démarche qui s'est faite volontaire. Tout à fait volontaire, c'est grâce à Coralie que la démarche s'est faite. C'est elle qui a impulsé et qui a été au départ de l'action. Donc voilà, donc je la remercie. Et donc c'est vraiment une démarche, je dirais, qui n'a pas eu, il n'y a pas de financement, parce qu'il faut savoir, si je dis une bêtise, tu me corriges, Betty, mais toute la partie diagnostic sur un territoire concernant les espaces de vie sociale n'est pas financée par la CAF. Il faut avoir fait déjà le diagnostic avant de déposer un dossier. Hein, par contre, cette démarche-là prend du temps et prend de l'énergie. C'est ce que vous avez fait, et c'est des habitants, donc voilà, des associations et tout ça qui ont fait cette démarche-là. Oui, le foyer rural a été quand même vraiment moteur dans ce parcours, et grâce à lui, parce que c'est une grosse association sur la commune, elle maille beaucoup de choses, et donc elle a permis justement d'aller de l'avant. Et ça s'est passé sur le Mureté-Aglo. Le Mureté-Aglo, on le considère comme un territoire servant de la métropole. C'est-à-dire c'est un lieu où donc, les gens vivent, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de services pour permettre aux gens de vivre le mieux possible et de bien vivre ensemble. Nombre d'habitants de la commune? 3000. La Vernoz, tout le monde le situe? C'est au fond du Mureté-Aglo, le dernier village qui est au fond du Mureté-Aglo. Mureté-Aglo, 26 communes. Je ne sais pas si c'est autour de 130 000 habitants. André, tu me trompes? C'est ça? 130 000 habitants. Et donc c'est une énorme communauté d'agglos qui n'a aucune cohérence territoriale. Ça s'est fait comme ça de briques et de broc. Voilà. Donc nous, on essaie de trouver une cohérence locale. C'est ça le plus important, c'est d'être au plus près des habitants et de trouver une cohérence sur le terrain. Bon, j'ai la chance de travailler avec des gens qui en sont convaincus, mais c'est pour ça qu'on va de l'avant et que travailler, partager ensemble, c'est quelque chose de très enrichissant et de très chouette. Merci. On va passer le micro à Elsa Géhu, qui est responsable associative. Mais je te laisse te présenter. Et citoyenne. Donc je viens d'un village qui s'appelle La Fille-Gordane, pas très loin de la Vernoz d'ailleurs, encore plus au sud parce qu'on est situé tout près de Carbone sur la route de Saint-Gaudens. 1000 habitants. Et on va faire juste un historique rapide pour lequel vous pourrez comprendre la forme des diagnostics. L'initiative initiale venait de la mairie, voilà, nouvellement élue, qui souhaitait beaucoup travailler sur la participation citoyenne et l'animation du village de manière un peu différente. Était déjà là un foyer rural et beaucoup d'associations. C'est un village en fait qu'on va appeler village dortoir, mais les élus l'assument et ils travaillent beaucoup là-dessus. Par contre, avec une vie associative très très forte, ce qui le sauve un peu d'ailleurs, comme beaucoup de villages. Donc l'envie de la mairie, effectivement, c'était de lancer un projet dont il nous avait déjà un petit peu parlé au foyer, mais voilà, c'était pendant la campagne, donc on attendait. Et le diagnostic a été posé de la manière suivante. Ils ont mandaté, eux, comment on appelle ça, un cabinet de conseil, hein, voilà, plus ou moins local quand même, je crois qu'il est dans l'Ariège, qui a travaillé, lui, sur une première partie sur une forme, ce que vous appelez, vous, les données froides, voilà, tout ce qui était récolte de données, etc.
et qui a aussi accompagné donc, les habitants pour créer cet espace. Alors comment ça s'est passé? Il y a eu une première... lui-même a rencontré tous les acteurs du village, associatifs, éducatifs, élus, CCAS, etc. À partir de ça, il a fait lui son propre première ébauche, on va dire, dont on n'a pas entendu parler. En fait, il n'y a pas eu vraiment de restitution là-dessus. Par contre, il y a eu une première réunion où il a convié les habitants à créer un espace de vie sociale. Donc on est arrivé un peu vierge de tout, parce que déjà on ne savait même pas ce que c'était un espace de vie sociale, mais on en comprenait un petit peu l'objectif, et puis surtout on avait très envie, il y avait une 25 personnes, on avait très envie aussi de continuer à travailler sur cette animation, on appelait ça comme ça nous, hein, cette animation de village, et effectivement de lien social qui sous-tendait ce projet-là. Mais voilà, le terme n'était pas si évident au départ. Et parmi cette vingtaine de personnes, on s'est revus, ça a duré plus d'1 an, on s'est revus à plusieurs reprises, toujours accompagnés par M. Bégou, en l'occurrence, je ne sais pas si quelqu'un connaît Vivacité, c'est le nom du cabinet, à plusieurs reprises pour affiner ensemble ce projet-là. À partir de nos envies, à partir de nos folies aussi, parce qu'on est parti sur des envies folles, quoi, de ce qu'on aimait, on aurait aimé créer pour ce village, pour se retrouver. Il n'y a pas de lieu sur le village, hein, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, quand je dis village dortoir, c'est qu'il y a une école, certes, mais il n'y a pas de commerce. Et dans la journée, il n'y a pas grand monde, quoi, hein. Effectivement, on ne se croise pas. On se croise que sur des activités associatives, et on est aussi dans les scénarios habituels, quelquefois, d'activités consommatoire triste, voilà. De consommation, merci. Voilà, donc le diagnostic il a été partagé en fait. Certes, il y avait les données économiques, etc., que on connaissait, mais de manière quotidienne, mais on n'avait pas les chiffres, etc. Mais à la limite, peu importe. Ça nous importait peu finalement. Nous, ce qu'on souhaitait partager avec lui, c'était ce qu'on vivait au quotidien et ce qu'on souhaitait, nos envies. Et voilà, et donc on a affiné ces envies. La CAF est entrée en jeu parce qu'elles ont participé aux premières réunions pour nous expliquer quand même clairement ce qu'était un espace de vie sociale et les axes aussi que ça impliquait sur la parentalité, sur les familles, sur la jeunesse, etc. Bien que finalement tout s'est rejoint de manière naturelle pour nous. Et voilà, donc des réunions après en petits groupes. Donc on a bossé quand même pendant 1 an. Vraiment, on s'est réunis en petits groupes, on a choisi des axes, donc ceux que je vous ai nommés, qu'on a affinés sous forme même d'actions très précises. Et ça, c'était intéressant parce qu'on nous a donné la liberté. L'espace n'était pas créé du tout, officiellement, mais on nous a laissé la liberté de vivre et de démarrer les actions directement. Donc ça, c'était passionnant. Et de tester un petit peu, hein, c'était un peu ça. Le dossier n'était même pas déposé à la CAF. Donc ça s'est traduit par des cafés des familles, un point jeune, on l'a appelé anime jeune, mais c'est l'équivalent d'un point jeune, d'un échange de réseaux de savoir, et puis il m'en manque un jardin partagé. Voilà, c'était les grandes lignes, et puis après voilà, il y avait encore des sous-actions pour chacun d'eux. Voilà, et ces 4 axes forts pour nous ont été ensuite... alors il a fallu aussi trouver de la coordination, parce que ça ne se fait pas comme ça. Tous les acteurs qui étaient là, qui étaient partie prenante de ce projet-là, on était forcément avec d'autres casquettes à côté, et des vies de famille, et des vies associatives, et des vies professionnelles. Donc il a fallu composer avec tout ça. Et ce qui a fait que s'est posé la question de la coordination très rapidement et du porteur de projet, parce que c'est ça aussi, le projet CAF, c'est qu'on n'est pas tout seul dans l'histoire. Il y a certes la CAF, mais il y a aussi une collectivité, nous en l'occurrence c'est la mairie, et le troisième, c'est une association. Et jusque-là, il n'y avait pas d'association, voilà, c'était que les habitants. Et ça s'est resserré au fur et à mesure de l'expérience, parce qu'on était sur de l'expérience, en se disant, effectivement, il faut qu'une association puisse porter ce projet-là. Et de manière assez naturelle, le foyer était un peu l'interlocuteur évident de tout ça, de par sa structure, de par son historique, et de par la fédération qui l'accompagne. Voilà comment ça s'est traduit, et ça fait 1 an, voilà, tout juste, que ça a démarré, avec donc une animatrice coordinatrice qui a été embauchée, qui est gérée par la fédération, Stéphanie, voilà, qui
fait tout le boulot du quotidien. Et les habitants, en fait, sont toujours là. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a une partie, évidemment, au bout d'1 an, 2 ans, voilà, qui a d'autres priorités. Mais il y a quand même un noyau assez fort qui a continué et qui est toujours là en tant que bénévole. Donc, le projet continue avec cette salariée qui coordonne tous les axes dont je vous ai parlé, toutes les actions, mais qui est aussi toujours accompagnée d'un, deux bénévoles, peu importe, et qui on essaye de renouveler. Ça, c'est un peu le cheval de bataille, mais voilà, qu'on essaye de renouveler. Et voilà, ben, cette histoire de lien social s'est fait à travers tous ces habitants, et maintenant ça irrigue un petit peu le village, évidemment, puisque... Je reviens sur le diagnostic. Le diagnostic là est enclenché avec un financement, donc avec une commande par la municipalité. Comment s'est passé ce renversement, je dirais, parce qu'on était plutôt sur quelque chose qui était pensé à la base pour être en extérieur d'une association, à l'extérieur, être voilà, quelque chose piloté par la commune. Bon, eh bien, ou alors, en tout cas... Non, on savait qu'il devait y avoir une association qui devait porter le projet dès le départ. Ça, c'est le cadre quand même de la création d'espace de vie sociale. Mais effectivement, on ne s'est pas dit d'entrée, c'est à l'association qui va le porter. C'est venu mais bien après la réflexion et tout le travail, le groupe, etc. Parce qu'il fallait que ce soit aussi une évidence à un moment donné. Effectivement, foyer rural, on aurait pu dire, on connaissait l'expérience de la Vernose parfaitement bien, on aurait pu lever la main et dire bon, c'est à nous de porter ce projet. Et en fait, on sentait que c'était pas une volonté affirmée de tout le monde. Donc voilà, on s'est mis un petit peu en retrait. On a travaillé tous ensemble, on y a participé. Les commissions, les groupes de travail, il y avait à la fois des élus, à la fois des habitants et à la fois des acteurs associatifs. Donc on a toujours été ensemble. Et il fallait que ça vienne de manière évidente, quoi. Voilà, il fallait pas mettre les pieds dans le plat parce que après il y a des historiques de village. Voilà, il faut faire. Et quand le projet est plus fort que tout ça, finalement, ben, voilà, on arrive à tirer le bon, quoi. Voilà. Mais ouais, imposer, effectivement, voilà, c'est un peu, on n'a pas du tout le même cheminement, donc du coup c'est intéressant, mais on ne pouvait pas se le permettre, ça aurait peut-être mis en péril, je pense, le projet si on avait fait du forcing. Et c'était pas l'idée du tout. Et on y tenait trop à ce projet. Donc, Qu'est-ce que ça a transformé chez toi ou en tant que responsable associative? Alors, je vais parler plus en citoyenne, mais de manière globale, peut-être, enfin surtout un travail vraiment en vraie cohérence et en osmose avec les élus, les habitants et l'associatif évidemment, mais un peu plus fort. C'est vrai qu'on fait de l'animation, quelquefois on perd nos objectifs, et là ça nous ramène à un objectif commun qui est essentiel et qui nous relie vraiment. Et là le lien il est vraiment en interne, en termes d'organisation. Là c'était vraiment intéressant de se retrouver. On continue encore puisqu'il y a un comité de pilotage qui s'est créé en même temps, où est représentée donc la mairie, le foyer et la CAF. Et on essaie de se retrouver régulièrement pour faire le point tous ensemble sur l'avancée du projet, etc. Donc oui, ça change aussi le regard des bénévoles de l'asso, parce que voilà, qui pensaient peut-être pas s'engager dans ce type de projet. On fait nos activités, nos manifestations, mais ça, voilà, c'est une dimension qu'on ne connaissait pas du tout, donc qui est intéressante, qui est enrichissante en tout cas. Je pense que ouais, c'est en termes relationnels que ça change beaucoup de choses dans le village, vraiment. Et puis une création de liens comme ça dans un village qui en manque, qui en a besoin, c'est essentiel. Quoi. Donc, voilà. Merci. On va passer à la troisième personne. C'est Guillaume, qui est coordonnateur jeunesse sur un secteur, mais qui a la charge aussi, puisque c'est un projet que là depuis longtemps, sur le secteur du Fousseret, donc communauté de communes de Fousseret. Et je vais te laisser te présenter. Tu parles beaucoup mieux que moi. Merci Andrea de me laisser ce créneau d'après-manger pour parler donc effectivement d'une nouvelle aventure. Moi je le vois comme ça sur effectivement le secteur du Fousseret. Secteur du Fousseret qui vient de fusionner avec Riom et Casar pour donner un peu la dimension territoriale qui change. Je suis donc moi embauché essentiellement sur le secteur du Fousseret depuis janvier dernier, donc c'est tout nouveau. Avec sur les critères d'embauche tout un volet effectivement qui me correspond depuis 25 ans, qui est l'enfance jeunesse. Ça va, je commence à connaître bien comme il faut, comme la plupart d'entre vous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont issus de ce secteur à l'animation. Hein.
mais avec une nouveauté au programme, effectivement, un futur EVS qui est en train de sortir de terre physiquement, puisque là, sur ce territoire-là, il y a déjà une forte volonté politique, puisque un tout nouveau bâtiment qui va inclure et la partie EVS et un futur espace jeune est en train de voir le jour. Si le chantier ne prend pas de retard, c'est prévu pour la prochaine rentrée scolaire, donc en septembre 2018. Donc, grosso modo, ben voilà, j'arrive sur justement cette grosse dynamique diagnostique où il y a tout à faire. Mais voilà, si j'ai pris le projet, c'est parce que justement, voilà, j'ai encore une fois la chance d'arriver au tout début à la construction. J'ai eu la chance de le vivre pour des constructions de structures en France jeunesse type CLSH ou Espace Jeune. Et bien là, je vais vivre le VS. Donc moi, je le prends vraiment comme un nouveau défi, comme une belle aventure. Il y a tout à créer. Quelle forme ça va prendre? Eh bien, on l'a dit, on ne sait pas. Avec qui? On ne sait pas. Pour faire quoi? Pour faire quoi? On ne sait pas. Et avec une spécificité qui me plaît beaucoup moins, c'est que j'ai été amené moi, à travailler pour la MJC, notamment dans le département du Gers, donc avec déjà des contextes territoriaux d'intergénération, voilà, comment on peut mélanger les publics d'un territoire rural. Je l'ai toujours fait, mais en tant que meneur, en tant qu'animateur, en tant que celui qui a la mission d'impulser, de mettre en place, de voir qu'est-ce qu'il peut matcher. La gastronomie, le sport, la culture, sur quoi on peut déjà se... Alors que là, c'est pas du tout ça. Là, on est en train de me parler d'un truc. C'est les habitants. C'est pas nous en tant qu'animateurs culturels. C'est pas nous qui envoyons la purée, comme on dit. On a effectivement des enjeux des élus, on le sait. On a des enjeux de la fédération qui portent... vous l'avez compris, les foyers ruraux, je crois que les EVS, ça fait partie d'une grosse partie de leur future mission. Et nous, on y va en tant qu'être humain. Voilà. Et donc, j'en sais pas plus. Mais c'est super. Et ça me plaît parce que, effectivement, le gros danger, je crois, de l'animation culturelle classique en France jeunesse, c'est qu'à un moment donné, on s'empâte, on s'encroute, et là, par contre, on me met un énorme coup de pied au cul pour faire un truc que j'ai jamais fait. Donc ça c'est super. Voilà. Donc je vais essayer d'y croire en moi déjà. Je sais que je ne suis pas tout seul. Parce qu'effectivement, il y a une volonté politique chez moi, et ça c'est bien. Il y a une volonté associative, et il y a aussi des gens qui ont déjà, au sein des foyers ruraux, pratiqué le VS, qui ont déjà quelques années, comme le dit Elsa et Janine. Bon, voilà, moi j'ai déjà des gens qui ont essuyé les diagnostics, qui savent faire. Donc voilà, je ne pars pas non plus tout seul dans la pampa. Je suis pas. Donc juste Guillaume, est-ce que tu peux nous dire, parce que je sais qu'il y a eu des choses déjà de fait, quels ont été les outils techniques que vous avez utilisés jusqu'à présent? C'est pas fini, on est en cours. La première banderie qu'on a posée nous, sur notre territoire, on ne l'a pas fait sur le Fousseret, on l'a fait sur un petit village, encore plus petit. Je n'ai pas le nombre d'habitants, mais là c'est à centaines, c'est même pas un millier. C'était sur Marignac-Lascar et on a fait un concept de bal papote. Et au bal papote, on est parti pour échanger, boire un coup et danser. La base c'est ça. Et avec comme mot d'ordre au départ, c'est je suis du coin, pour faire du lien, de quoi j'ai besoin. Et je suis du coin, pour faire du lien, qu'est-ce que j'ai déjà sous la main. Parce qu'à la campagne, c'est pas forcément le désert, c'est pas forcément le no man's land, il y a déjà, comme les filles l'ont dit, il y a déjà beaucoup d'associations, il y a déjà beaucoup de gens qui se donnent bénévolement, de tous âges, mais effectivement, après, c'est comment on arrive à les fédérer. Et ce bal papote, ça a été la première banderille, mais qui maintenant nous sert à nous, qui va nous servir tout au long de justement ce fameux diagnostic. C'est effectivement, je suis du coin, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui manque pour la jeunesse, qu'est-ce qui manque aux adultes, qu'est-ce qui manque aux seniors. C'est ça qu'on va essayer d'aller chercher dans un premier temps. Et voilà, je trouve que la démarche est vachement courageuse. Le concept du guide de la CAF aussi est très clair. Et je trouve que voilà, ça sort un peu de nos champs de base. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Après, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Je ne sais pas. Mais je vais le tenter. On va le tenter. Je rejoins ce que vous nous disiez, les chercheurs, pour vous nommer comme ça. Tout à l'heure, c'est la prise de risque, c'est l'aventure. C'est qu'à un moment donné, on va
c'est le projet, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va, mais on ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'on ne maîtrise pas. C'est ça que tu nous dis. Je sais que vous avez aussi fait des enquêtes individuelles avec... On a fait les premières enquêtes auprès des habitants. On s'est dit, voilà, on s'empare de tous les temps un peu culturels et festifs du territoire, et on va sur les foires agricoles, on va sur les marchés. Voilà, on va là où est la population, parce qu'on a bien compris que de toute façon, en milieu rural, la population ne viendra pas à nous, donc on y va nous. Mais voilà, là, j'étais très content d'entendre ce matin jusqu'au met derrière objectivité et subjectivité. Est-ce que je vais voir que mes chers parents d'élèves, des ados que je gère déjà sur le territoire, ou est-ce que je me force? Et comment je me force à aller voir un peu un échantillon beaucoup plus large de la population? Bon voilà, c'est toutes ces questions. Nous, on est en plein dedans. On a fait un questionnaire spécifique aux associations aussi, où là, effectivement, on en voit déjà qui ont compris de suite qu'un EVS pourrait leur être utile, d'autres pas du tout, et qui n'en ont pas forcément besoin, et qui le disent au effort. Il faut l'accepter. Voilà, on est vraiment au tout début de toute cette démarche-là. Et ma foi, c'est assez agréable. C'est assez agréable. Voilà, on voulait avoir ces 3 témoignages avec ces 3 regards croisés, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas au même niveau d'avancée. Vous avez une association et une commune qui nous sert à nous, en tout cas aussi, comme étalonnage, une commune du Lac-Sion. On a une bénévole, tous citoyens bien sûr, mais bénévole associative et un salarié. Donc c'était ça, l'idée c'était d'avoir ces regards croisés. Vous voulez le micro? Je propose qu'on prenne 5 minutes d'échange. J'ai une question concernant le bal papote, c'est ça? Parce que donc, j'ai cru comprendre que l'idée c'était de recueillir les besoins et puis aussi de savoir aussi ce qu'on avait sous la main, ça d'accord, mais qui a participé à ce bal papote et comment vous avez déjà en premier lieu mobilisé les participants à ce préalable? Alors c'est là que ça devient excellentissime. C'est qu'effectivement, le bal papote au départ, c'est une communication foyer, puisque ça a été organisé par la Fédération des foyers ruraux, mais c'était destiné évidemment à toute la population. Encore une fois, pour tous ceux qui ont fait de la communication en milieu rural, ça a été difficile quand même de mobiliser les gens, de leur faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un bal papote, effectivement, même avec le côté un peu festif qui a quand même amené un peu de monde. On a réussi à avoir quand même un petit échantillon de la population adulte, un petit échantillon de la population senior. Par contre, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, c'est que les jeunes ados étaient juste là, normalement, pour faire le côté repas tapas. On en profitait pour faire une action avec les jeunes qui sortent un peu du lot. Manque de peau, les jeunes, le bal papote, ça leur a plu. L'accordéon, ils n'ont pas eu peur. Et en fait, ils se sont totalement incrustés dans les tables de discussion. Et ils sont allés dire, nous aussi on est du coin, et nous aussi on a des choses à dire, et on a des choses à revendiquer. On a un super espace jeune, c'est super, mais ça ne suffit pas. Et ils ont totalement participé, alors que ça, c'était pas du tout prévu au départ. C'était espéré. Mais après, c'est le direct live. Et le direct live, là, on a fait de l'intergénérationnel sans le provoquer forcément. Comment les gens se sont mis à chaque table, on leur a pas dit. Et finalement, on a fait exactement cet outil-là. Et voilà, mais avec parole d'ado et parole d'adulte et parole de seniors. Parole d'élus, parole de partenaires associatifs, parole d'animateurs, tout mélangé. Et franchement, ça a été une super expérience. Voilà, comme on croit. Et les ados n'étaient pas du tout au départ briefés pour participer. Ils étaient plus sur l'élaboration des assiettes de tapas à la base, mais une fois que ça a été fait, et bien fait, ils sont passés aussi à la participation active. Et voilà, un exemple de lien social qui s'est fait sans qu'on l'ait prévu. Mais je crois que c'est un peu la philosophie voulue par un futur EVS. Voilà. Juste pour rebondir sur on ne sait pas où on va.
Mais j'ai envie de dire, si on savait où on va, ça serait plus un projet. Dans la notion de projet, il y a un jet. On se jette, on ne sait pas trop. Si on savait, effectivement, il y a déjà quand même un cadre, et ça c'est pas rien. Un ES, c'est un cadre. Après, le territoire fait qu'effectivement, ce jet, il va être particulier à chaque territoire, à chaque habitant, à chaque dynamique d'opérateur. Donc, pour moi, là, tout va bien. Mais je comprends que ce ne soit pas très confortable, effectivement, soit pour des élus, soit d'être ou même des professionnels, d'être dans cette incertitude. Mais toute la notion du projet, oui, ça va avec le prom et le G. Oui, moi j'ai bien entendu donc Andrea qui disait sur le diagnostic qui faisait partie totalement avant la création de l'EVS, et c'est vrai que bon, c'est un peu contradictoire aussi parce que ça fait non seulement partie de l'EVS, c'est une obligation puisque de l'EVS, et c'est pas pris en charge à n'importe quel moment. Donc bon, la CAP nous accompagne sur plein d'autres sujets, on va pas se plaindre là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à une création d'EVS, vraiment c'est pas juste parce que là il y a énormément de moyens mobilisés. Donc par rapport à ce diagnostic, tout au long de l'année, il va y avoir des cafés par an, etc. Donc bon, entre autres, la communauté de communes met en plus des moyens, voilà, et il n'y a pas de prise en compte puisque tant qu'on n'a pas cette habilitation, cet agrément, il n'y aura pas les fonds pour fonctionner. Bon, après, on ne se plaint pas puisque justement pour l'immobilier, entre autres, et c'est pas des moindres, bon, on a réussi à construire... on construit les locaux donc avant d'avoir l'agrément, donc ça veut dire que de temps en temps c'est possible. Mais point de vue fonctionnement, c'est vrai que s'il y avait une reconnaissance, par exemple à mi-parcours de l'année, avec une habilitation anticipée, quand on sait que vraiment le projet va aboutir, ça permettrait de vraiment se donner tous les moyens au niveau d'un territoire. Merci. Il y a une contagion. Juste, je voulais voir par rapport à l'analyse des besoins, pour revenir sur le bal des papotes là aussi, est-ce que du coup, ça a été aussi l'occasion de voir les habitants comme des ressources? Souvent on dit, on attend des habitants comme sous l'angle des besoins, on essaie de recueillir des besoins, mais est-ce que ça a été l'occasion de voir, il y a telle potentialité, il y a telle possibilité de là, est-ce que vous avez pu identifier des ressources et pas forcément que des besoins? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Non, j'ai juste envie de dire qu'effectivement, ça nous donne des pistes, ça nous donne des billes, mais après, je reviens à ce qu'on a entendu ce matin. Est-ce que c'est réellement représentatif de l'ensemble de notre territoire? Je veux dire, il n'y avait pas assez de monde pour prétendre à ce que ce qui est sorti de ça soit vraiment pas une vérité. Mais ça nous donne déjà quelques petites billes. Voilà. On a quand même des pistes sur qu'est-ce qui manque un petit peu de culture, un peu de convivialité, un peu de, comme par hasard, un peu de lien, un peu de vin. Voilà, bon, on reste quand même avec aussi des dynamiques rurales. Voilà. Mais bon, je pense que j'espère qu'on va faire plein de balles par contre. Voilà, pour pouvoir être vraiment crédible au niveau des stats. Je pense que c'est quand même pas lié uniquement au milieu rural, cette dynamique et cette, comme je l'ai dit, je pense qu'en milieu urbain, elle est aussi utilisée par les centres sociaux, par les EVS, par les associations. Voilà. Chacun après développe des outils. Nous, c'est un outil qu'on a développé parce qu'on partait du principe qu'il n'y a pas forcément le bal-papote. Il n'y a pas d'endroit où on discute. Même à la maison, on hésite à s'engueuler. On ne sait plus s'adresser à l'autre en affirmant sa propre idée sans que ça génère une violence. Donc l'idée de ça, et là ça a servi pour le diagnostic, mais ça sert aussi à d'autres choses, c'est qu'à un moment donné, on remette le débat et la capacité de chacun à s'exprimer, tout en étant dans l'esprit de fête et en buvant un coup, comme on faisait dans les bals avant, etc. Donc c'est ça l'idée. Donc si ça sert, ça c'est un outil, c'est que des outils. Après, on peut utiliser d'autres outils. Il y a des outils qui sont des outils de jeu comme on fait là, ou d'autres outils qui sont d'interview un peu dynamiques auprès des habitants. Voilà, tous ces outils-là permettent de collecter. Et c'est ce qu'on fait. D'abord en s'amusant et collecter le plus d'informations possible. Après, moi, je crois qu'il ne faut pas non plus... on est quand même dans une difficulté de mobilisation.
des habitants. Je discutais tout à l'heure avec le conseiller départemental qui me disait, mais à un moment, on a beau essayer de mobiliser les habitants pour qu'ils participent à des commissions, des choses, on leur donne la parole, ils ne la prennent pas. Mais c'est pas si simple que ça, de s'exprimer. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas si simple. Je veux dire, moi, vous me faites aller pour parler du rond-point qu'il va y avoir, qu'est-ce que ça va générer, j'en ai aucune idée. Je ne me sens pas légitime. Donc il y a tout ça qu'il faut qu'on réapprenne et qu'on réinvente. Et je voudrais juste, parce que ce que ça fait apparaître, et c'est pour ça qu'on voulait mettre l'accent sur qu'est-ce que ça a transformé, c'est que de toute façon, quelle que soit la démarche, si c'est une vraie démarche, ça nous oblige à transformer nos pratiques pour le professionnel cultuel, pour l'élu, son regard sur la commune, parce qu'il est souvent bien chargé de l'histoire et de la place qu'on y occupe, et pour le responsable associatif, c'est de changer aussi son projet associatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça réinterroge cette démarche-là, ce que l'on fait au quotidien. On dit, ben oui, on fait du lien, c'est bon, on en fait du lien. Oh, mais c'est bon, mais au bout d'un moment, on se dit, mais les gens, ils sont consommateurs. Oui, bon, alors pourquoi ils sont consommateurs? Peut-être qu'il faut revenir sur le sens. Vous voyez, c'est vraiment une démarche qui transforme. En tout cas, c'est ça l'idée. Et au-delà des chiffres qu'on va avoir à la fin, c'est ce processus-là qu'on trouve très intéressant. Par rapport au lieu de rencontre et d'échange dans le monde rural, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il existe quand même pas mal d'endroits où les gens se rencontrent, où ils festoient, où ils échangent, où ils construisent beaucoup de choses. Ce qui manque, c'est qu'est-ce qu'on fait après, en sortant de ces échanges, de ces discussions, c'est-à-dire l'élément fédérateur de tous ces moments d'utopie, en fait, hein, où on crée des mondes inexistants dans lesquels on aimerait vivre, mais que personne n'arrive à mettre en place. Et le lien avec la politique est trop distant. Je crois qu'il y a une rupture aujourd'hui entre l'individu citoyen et ce que porte la politique. Donc on a vraiment du mal à construire ce lien pour tisser quelque chose, pour tisser une société un peu différente que tout le monde espérerait. Ouais. C'est vrai qu'il y a un écart entre ce qu'on veut faire et puis le monde politique, mais si on veut que le monde politique change, il faut aussi faire des choses et leur montrer que ça peut marcher. Donc c'est en ce sens qu'il ne faut pas rester sans rien faire, il faut quand même agir. Et ces lieux de rencontre, ils remplissent le rôle pour lequel ils ont été faits, c'est-à-dire qu'ils font se rencontrer les gens. Bon, mais déjà les gens d'un territoire se rencontrent, c'est déjà un premier pas. Après, peut-être qu'ils auront la parole et ils pourront enclencher eux-mêmes des actions dont ils sont porteurs. Mais bon, il faut donner l'exemple. Moi, je crois que c'est par l'exemple et en allant de l'avant qu'on peut montrer que des choses peuvent changer. Il ne faut pas laisser faire les choses et dire j'ai pas de poids là-dessus, je ne ferai jamais rien. Non, il faut y aller, il faut foncer, il faut faire des choses. Si je peux me permettre, je pense que les espaces de vie sociale sont aussi des espaces où on croise le politique avec l'associatif, avec le salarié, et du coup on peut aller et tester plein de choses qui sont très utopiques souvent, mais qui, ça y est, quoi, la CAF permet ça aussi, c'est-à-dire que c'est un lieu où on peut expérimenter, où on peut tester des choses, où on peut risquer de rater, et ça arrive et on l'a tous fait. Et je pense que c'est ce que disait Guillaume aussi, ce qui est intéressant quand on est professionnel de l'animation, puisque c'est mon cas, donc voilà, mais je pense aussi pour des élus ou des responsables associatifs, c'est qu'on a un espace des possibles où on peut se lancer et tester des choses nouvelles en fait. Vraiment, en tant que salarié, on ne connaît pas, on ne sait pas, l'animation sociale, nous on se disait c'est peut-être qu'aux assistants sociaux, etc. Et bien nous on a droit aussi à faire des propositions, à travailler sur le collectif et à avancer, à avoir des choses nouvelles, donc ça c'est intéressant. Moi j'ai une question, je voulais savoir en fait quelles sont les limites de ces espaces de vie sociale par rapport à justement au retour que les habitants peuvent faire, parce que tout à l'heure on parlait de problèmes aussi par rapport à la mobilisation des habitants, et aujourd'hui on est aussi confronté je pense à des personnes pour lesquelles en fait juste déjà répondre à des besoins primaires est déjà essentiel,
sortir de problèmes financiers, avoir un logement, etc., avoir les enfants qui vont à l'école, aller chez le médecin, enfin voilà, des choses comme ça. Et que donc ce qu'on met en place est parfois vu comme quelque chose justement de secondaire par rapport à tout ça. Et qu'on peut aussi se retrouver parfois confronté dans des instances où on ouvre la parole aux habitants, à nos limites à nous aussi, par rapport à des missions ou à des enjeux politiques aussi. Et donc je voulais savoir dans ces cadres-là, est-ce que vous avez déjà eu des retours des habitants dans lesquels à un moment donné vous êtes retrouvés justement aussi face à vos limites. Voilà. La question, Une question, ça serait quoi donc un espace de vie sociale dans un milieu urbain aujourd'hui? J'ai l'impression qu'en termes de dynamique d'animation, à travers tous les âges, soit ça se passe en milieu rural, mais en ville, on peut l'associer à quoi? Alors, moi de ce que j'en connais, mais je pourrais peut-être passer le mot à Betty, souvent ça peut être associé à des quartiers. Donc c'est du coup d'où le fait que ça soit pas un centre social, mais plutôt un EVS qui soit du coup sur soit une problématique spécifique ou pas, ou vraiment ciblé sur un certain quartier du coup qui est presque à l'échelle d'un village, quoi. C'est en fait sur des zones souvent enclavées. On a des cités en milieu urbain qui sont très enclavées du fait de la géographie contre la Garonne, enfin voilà, avec des populations verticales très importantes. Et là, on peut avoir un EVS qui souvent vient aussi compléter une action d'un centre social qui va être à proximité. Et du coup, il va y avoir cohérence entre les deux structures. Mais les besoins sont suffisamment prégnants sur, par exemple, une cité pour qu'on puisse définir. Il y en a sur Toulouse. Voilà, donc ça peut être ça en milieu urbain. Et on est vraiment à l'échelle souvent de quartiers qui sont peut-être entre 5 et 10 000 habitants. Quand on le voit en vertical, dans des quartiers politiques de la ville, enfin, il y a des collègues ici qui pourraient témoigner, à Hassan, ou voilà, mais en tout cas, ça va être ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail en partenariat avec un centre social qui est à proximité. On a peut-être une spécificité, c'est qu'on est en même temps centre social et espace de vie sociale, ce qui est plus compatible actuellement. Donc on ne le sera plus à fin décembre, là, on ne sera plus espace de vie sociale, on restera centre social. Mais en même temps, effectivement, comme l'a dit Betty, sur le travail qui a été fait sur les 6 ans d'espace de vie sociale, on a travaillé sur des thématiques bien particulières de bas d'immeubles. Donc c'est une cité avec toutes les difficultés qu'il y a sur ce quartier-là, qui est au rouge sur pratiquement toutes les thématiques, donc de précarité, de pauvreté, de deal, de trafic, de tout ce qu'on veut. Et c'est le travail qui est fait avec la dynamique des habitants, comment travailler la dynamique des habitants, comment les mettre en synergie pour améliorer le cadre de vie. Donc toutes ces questions-là, avec favoriser l'organisation citoyenne, donc l'organisation d'associations d'habitants, de personnes âgées, ou de jeunes, etc. Et on n'a pas réussi sur tout. C'est une réalité, et on change au fur et à mesure d'épaule. On change d'épaule parce qu'on se dit, sur cette voie-là, ça ne va pas. On n'y arrive pas. C'est compliqué, donc on arrive à changer et à organiser notre dynamique par un autre biais. Et c'est tout l'intérêt d'un espace de vie sociale, c'est qu'on peut expérimenter, réévaluer, par un diagnostic effectivement, et revoir un peu la carte pour aller sur une autre dynamique, mais toujours dans la même continuité de l'esprit, c'est-à-dire comment constituer cette synergie importante de dynamique d'habitants. Alors, si je reviens 5 minutes du coup sur la première question, parce qu'on n'y a même pas répondu, sur les limites qu'on pourrait, donc moi je pourrais apporter, parce que du coup en fait j'ai travaillé avec Janine du coup pendant 7 ans sur un espace de vie sociale. Effectivement on a des limites, on en a plein, notamment sur le diag, parce qu'au début c'est bien gentil, on nous dit il faut faire avec les habitants, il faut faire pour les habitants, etc. Mais on va les chercher où, on fait comment, donc ça c'est une première limite qu'on rencontre, c'est qu'ils ne vont pas venir à nous comme ça. Donc on se met avec une cafetière au milieu du marché, on se met à la sortie de l'école, ben oui, c'est comment on va les chercher.
comment on va là où ils sont, comment on va trouver des gens qui seraient peut-être pas venus à nous et comment on va questionner la personne qui fait pas la démarche. Donc à la sortie de l'école, la maman, même qui est en difficulté par exemple, elle va quand même amener son enfant à l'école. Donc peut-être qu'elle se dit, je suis toute seule, je suis en arrêt parental, etc. Et puis je vais peut-être participer à l'atelier, je vais faire un pas, du coup elle se rend compte que ça la fait sortir de la maison et hop hop hop, ça fait boule de neige en fait. Donc comment on va chercher les gens? Nous on avait un outil qui était très bien aussi, c'était le flash info qu'on utilise beaucoup aussi, c'est comment on dit aux gens, juste donnez-nous votre adresse et on vous communique en fait les infos du village, etc. Donc là ils s'engagent à rien, ils communiquent une adresse, ils savent que tous les mois ils vont avoir ce qui se passe sur leur commune, c'est super, mais en même temps on passe nos ateliers. Mais en même temps, on passe nos actions, etc. Donc ils voient et puis ils finissent par dire on va peut-être se déplacer sur un événement. Et du coup, ils intègrent la vie du village. Et c'est là où on rentre dans la dynamique collective. Ça serait un peu ça. J'ai répondu. Et sur les limites, on peut rajouter aussi que... Sur les limites qu'on se donne aussi professionnellement, par exemple, on n'est pas des assistants sociaux en fait. Et du coup, par contre, on est un centre de relais où on peut relayer, en fait, on peut dire moi, je ne sais pas répondre à ta réponse. Par contre, je sais vers qui tu peux te tourner pour poser cette question-là. Et ça c'est important, en fait, parce qu'il faut aussi se dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, en fait, des habitants et sur leurs difficultés. Et, voilà. Mais on peut être un relais. Et sur les difficultés par rapport à leur lieu de vie, du coup, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir répondre justement à des inquiétudes ou à des retours sur leurs conditions de vie, entre guillemets, sur leur quartier, sur les infrastructures qu'ils ont à disposition, sur le fait, si par exemple ils ne sont pas satisfaits, ou sur des problèmes de logement, enfin des choses de vie. En fait, j'ai une idée en tête, mais je ne vais pas la dire, mais du coup... Non, je ne le dirai pas, mais du coup, devoir de réserve. Non, mais du coup, l'idée, c'est ça, c'est que, par contre, on peut recueillir la parole. On peut recueillir la parole et après la faire, soit leur dire, allez à la mairie, si ça peut être, je sais pas, quoi. Moi je pense à peut-être des problèmes avec des jeunes qui squattent des bancs d'immeubles comme ça peut être, donc soit on leur demande d'aller à la mairie signaler le problème, sinon nous on peut aller aussi au contact des jeunes, essayer de voir comment ils peuvent bosser ensemble, comment ils peuvent essayer que chacun garde sa place sur le même territoire de domaine public, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a répondu ou pas? Les EBS doivent vraiment être dans des instances citoyennes et activer les instances citoyennes. Du coup, on le disait tout à l'heure, dans de la démocratie de proximité participative, donc les EBS comme les centres sociaux peuvent participer, mettre en place des instances citoyennes pour tout simplement médiatiser la parole des habitants sur des problématiques environnementales, d'habitat, etc. Il y a encore une ou deux questions, je crois, et puis on va clôturer. C'est pas une question, c'est une réponse, mais c'est plutôt une réponse d'une expérience de centre social en Montauban. Notamment, il y a un quartier où le centre social et les habitants se sont saisis du projet de rénovation urbaine. Donc, ils ont travaillé pendant longtemps. Ça a été assez difficile, je crois, à la fin, mais ça a été une expérience très riche. Donc, ça peut être ça. Ça peut être les gens ensemble et puis après accompagnés par la mairie, par un élu, par des techniciens qui réfléchissent à la rénovation de leur milieu de vie. Moi, je voulais savoir, par rapport aux EVS qui en sont urbains, pourquoi il va y en avoir dans les quartiers, mais pas forcément, on va dire, à côte pavée. Enfin, pourquoi en fonction des quartiers, il y a des EVS? Pourquoi à Bellefontaine il y en a et pourquoi pas à côte pavée? Ouais. En fait, il y en a très peu à Toulouse aujourd'hui. Il y en a 3.
dont un qui va devenir centre social parce qu'il a une dynamique très forte et voilà, avec des salariés, que voilà, c'est vraiment un centre social avec des pros, etc. En fait, ben oui, pourquoi pas Côte-Pavée? Justement, c'est un territoire que l'on a repéré dans le schéma départemental que l'on a fait comme dépourvu et avec du besoin. Et pour être une ancienne des centres sociaux, je peux vous dire que sur Côte-Pavée, à l'époque, il y avait un centre social et un EVS, avec une antenne. Mais c'est vraiment pas parce que, voilà, là, on sait qu'on a à développer une structure. Il y a un projet qu'il faut monter là sur Montaudran, ce secteur-là. Voilà, on a des territoires qui sont encore, qui manquent de couverture. C'est pas lié à une population. Alors après, effectivement, on s'aperçoit que dans certains quartiers, il y a des dynamiques habitantes qui sont pas forcément encore EVS, mais qui pourraient l'être, et qu'on travaille à cette qualification parce qu'on trouve dommage qu'ils ne puissent pas valoriser tout ce qu'ils font avec des habitants, acteurs qui développent, etc., qui sont montés en association. Alors de fait, oui, j'en ai deux en tête. Ce sont des territoires QPV, quartier politique de la ville. Mais c'est pas, l'animation de la vie sociale, ça concerne tout le monde, et pas uniquement les quartiers prioritaires. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a demandé quand même d'être en vigilance par rapport au quartier, alors qu'on appelle QPV, hein, et que l'on s'assure, nous CAF, qu'il y ait bien une couverture d'animation de la vie sociale, centre social ou EVS. Donc ça, c'est l'État qui nous demande ça, on peut comprendre aussi pourquoi, mais ça ne nous empêche pas de développer des structures sur des quartiers comme la Côte-Pavée, où on retrouve aussi des cités où il y a des indicateurs qui ne sont pas très forcément, voilà, hein, qui vont dans le sens de la précarité. Donc voilà, on sait que c'est un territoire pour nous qui est découvert. Juste, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame entre précarité, difficulté et espace de vie sociale pour moi. C'est-à-dire que, par contre, peut-être que dans l'esprit, dans la représentation de ces outils-là, on a tendance à le mélanger. C'est-à-dire qu'on va mettre là où il y a des problèmes. C'est comme souvent, on met des espaces jeunes, comme ça, les jeunes ils seront encadrés et il n'y aura plus de problème. Sauf que les problèmes, ils persistent. Parce que ce n'est pas un outil pour ça. L'espace de vie sociale, c'est bien pour nous, et je pense qu'on partage ça, un espace où il y a de l'accueil, de l'écoute, où il peut y avoir un accompagnement et accompagner quelqu'un vers ceux qui vont les aider. Mais c'est aussi pour tous ceux qui vivent là, de pouvoir construire ensemble du lien. Et voilà, c'est pas pour des personnes en difficulté dans les quartiers difficiles et autres. Le problème, c'est peut-être de réfléchir aussi pourquoi une mairie de Toulouse va avoir beaucoup plus de centres sociaux qu'elle maîtrise, elle, plutôt que d'être partenaire avec des associations qui portent des vrais projets. Je sais que vous êtes sur une association, mais on va avoir beaucoup de villes qui utilisent l'outil centre social pour aussi, me semble-t-il, ça c'est un avis tout à fait personnel, pour aussi être là où il y a un besoin social, mais repéré comme un malaise social. Sauf que l'espace de vie sociale n'est pas forcément un malaise social. Mais ça, je n'engage que moi. Quand je dis ça, je n'engage pas la CAF. En ville. 3 centres sociaux. La ville de Colomiers. La ville de Colomiers. Voilà. C'est pas pour Toulouse. Oui, je parlais de Toulouse parce qu'on parlait là des quartiers repérés comme des quartiers dits difficiles, etc. Et donc avec une stigmatisation aussi, que j'entends derrière. Pourquoi pas la Côte-Pavée? Oui, pourquoi pas la Côte-Pavée, bien sûr. Sauf qu'à la Côte-Pavée, peut-être que le lien social se fait autrement. Ou peut-être aussi, je vais aller jusqu'au bout, peut-être aussi qu'à la Côte-Pavée, ils ne courent pas après les subventions pour exister. Je caricature encore une fois, vous comprenez ma provocation. Peut-être que dans les zones de quartiers dits à risque ou à difficile, ou je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs, à force, c'est que là, il y a aussi tout un système qui s'est mis en place pour la course à la subvention. Je caricature, vous m'entendez bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est peut-être prisonnier aussi alors que dans d'autres endroits, ça va se gérer autrement. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais l'espace de vie sociale n'est pas un outil
qui permet oui, c'est pas un outil de traitement social, je sais pas, c'est vraiment un outil de lien social, mais de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le mélange, quoi. Et puis si je peux me... Associatif. Alors je pense que je vais en frustrer certains, mais on va continuer et on va proposer autre chose. Hein. On va continuer. Je voulais remercier tous les intervenants. Merci beaucoup. Je pense que ce qui peut être important aussi de rappeler, c'est qu'à la Fédération, nous, on travaille toujours sur ce format-là, en fait. C'est-à-dire que aussi bien sur les espaces jeunes que sur les EVS, il y a toujours un partenaire municipal, un partenaire associatif, toujours.